Bonjour à tous et bienvenue dans SG Bourse Live. Nous sommes ensemble pour une demi-heure de direct afin de faire le point sur les produits de bourse Société Générale, mais aussi afin de faire un tour d'horizon des marchés financiers. Avec nous en plateau aujourd'hui Aurélien Réquillart. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes responsable produits de bourse et Société Générale, et avec nous également Mathieu Driol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste senior chez Day by Day. Alors on regarde tout de suite le sommaire de cette édition. On commencera avec un édito sur l'actualité des marchés, un édito sur la croissance mondiale qui ralentit. On fera ensuite un focus sur l'agenda de la semaine, que ce soit les publications macro ou microéconomiques, et ensuite un focus sur un point d'actualité à surveiller qui concerne le rachat de Tableau Software par Salesforce. Nous regarderons ensuite dans la rubrique produits de bourse les sous-jacents et produits SG les plus traités, avec ensuite, dans le coin du spécialiste, un focus sur les varans, et nous regarderons ensuite avec Mathieu Driol l'analyse technique du CAC 40 et l'analyse de différentes valeurs. SG Bourse Live, c'est parti. La croissance mondiale ralentit, c'est l'édito d'aujourd'hui. Mercredi dernier, la Banque mondiale revoyait ses prévisions de croissance à la baisse. Celle-ci devrait à présent ralentir à 2,6% cette année, soit moins 0,3 points par rapport aux prévisions de janvier. Et dans un contexte de guerre commerciale et d'espoir de baisse des taux, on ne sait plus par quel bout prendre le problème. Les ministres des Finances et les banquiers centraux du G20 ont souhaité pointer du doigt l'impact de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis sur la croissance mondiale, mais les officiels américains présents lors de la réunion auraient opposé leur veto. Aussi, malgré les rebondissements dans cette affaire, les États-Unis ne veulent pas prendre la responsabilité de cet impact au niveau mondial, et ce, malgré le fait que certains observateurs commencent à penser que cette situation pourrait être bénéfique à Donald Trump pour les prochaines élections présidentielles américaines. Mais où en est-on ? Eh bien justement, nous avons eu le droit à un nouveau coup d'éclat hier lors d'une interview donnée par Donald Trump par téléphone à la chaîne CNBC. Celui-ci a déclaré que la Chine va signer un accord parce qu'ils vont y être obligés. Comprendre parce que les États-Unis vont l'y obliger. Comment ? Eh bien tout simplement en taxant l'intégralité des produits fabriqués en Chine qui entrent aux États-Unis, soit 300 milliards de dollars de marchandises qui étaient pour l'heure épargnées, qui pourraient être dès demain elles aussi sujettes à des taxes de 25% ou même, selon les mots de Donald Trump, beaucoup plus élevées si jamais Xi Jinping refusait de rencontrer Donald Trump au G20. Des nouvelles taxes qui pourraient entrer en vigueur dès fin juin, juste après le sommet. Le président américain adresse ainsi un message on ne peut plus clair à son homologue chinois. Il y voit une rencontre de la dernière chance, du moins jusqu'à la prochaine, et compte jouer à fond l'argument du rapport de force. Et de son côté, Xi Jinping, moins prolifique en déclaration, a simplement joué la carte de l'apaisement vendredi dernier en qualifiant Donald Trump d'ami. Dans ce contexte de crainte quant à la guerre commerciale et de ralentissement de la croissance, les banques centrales sont scrutées de près. La BCE a annoncé la semaine dernière qu'elle ne toucherait pas à ces taux avant au moins la fin du premier semestre 2020, soit pas de hausse de taux prévue avant cette échéance, alors que l'institution ne cache pas son envie de revenir à des taux plus normaux, ce qui aurait pu apparaître comme une bonne nouvelle, à savoir une conscience de la BCE de l'état actuel de la croissance et une mesure de souplesse. Les marchés y ont surtout vu le fait que ne pas toucher au taux d'ici la fin du premier semestre 2020 voulait dire ne pas les augmenter, mais surtout ne pas les baisser, une situation qualifiée de quasi-resserrement monétaire par certains observateurs dans un contexte d'abaissement des perspectives de croissance de la BCE. Et ce ralentissement justement de la croissance mondiale se ressent aux États-Unis, où les chiffres de la création de l'emploi dans le secteur privé mais aussi consolidés avec le secteur public ont largement déçu. Dans le secteur privé, tout d'abord, les créations d'emplois pour le mois de mai s'élevaient à 27 000 contre 271 000 pour le mois d'avril. Et au global, les chiffres ne sont pas plus réjouissants, puisque là où le consensus Bloomberg attendait 175 000 emplois créés aux États-Unis en mai, seuls 75 000 ont finalement été créés. Des perspectives qui ne devraient d'ailleurs pas s'améliorer en juin selon les estimations, mais les États-Unis peuvent cependant se consoler avec une nouvelle comme Donald Trump les aime, à savoir l'accord avec le Mexique de, je cite, commencer à acheter immédiatement de grandes quantités de produits agricoles américains dans le cadre d'un accord visant également à prendre des mesures fortes pour lutter contre l'immigration.
Peu de bonnes nouvelles donc du coup côté macroéconomique cette semaine, mais des marchés qui remontent de leur côté. Hier le CAC 40 gagnait plus 0,48% et gagnait même en clôture 4% depuis le début du mois de juin après avoir chuté de près de 7% en mai. Voilà pour l'édito et dans quelques minutes on passe à l'agenda macro et microéconomique. Les statistiques attendues du coup jusqu'à la fin de cette semaine. Tout d'abord aux États-Unis, on attend les ventes de détail pour le mois de mai, mais également la production industrielle pour le mois de mai et l'indice de confiance de l'Université du Michigan pour le mois de juin. En Europe, on attend la production industrielle dans l'Union européenne pour le mois d'avril, la balance commerciale en Italie pour le mois d'avril, ainsi que les prix à la consommation en France pour le mois de mai. Côté entreprise, c'est la période des assemblées générales annuelles en France. Soprasteria Group, Monsieur Bricolage, Renault, Parrot et beaucoup d'autres entreprises les tiennent d'ici la fin de semaine. Quant au chiffre d'affaires du deuxième trimestre, ce sera le groupe Partouche qui le publiera d'ici la fin de semaine. Et enfin, l'actualité à surveiller concerne Salesforce qui réalise le plus gros rachat de son histoire. La société américaine a annoncé avant-hier le rachat de l'entreprise Tableau Software pour un montant de 15,7 milliards de dollars. Une acquisition qui se fait essentiellement d'ailleurs par échange d'actions. Il s'agit pour Salesforce de la plus grande acquisition jamais réalisée. Le groupe assoit ainsi son offre en matière d'analyse de données et certains observateurs y voient également une réponse à Google qui a annoncé jeudi dernier le rachat de Looker, un des principaux concurrents de Tableau Software. La compétition s'annonce donc de plus en plus rude pour les géants du numérique sur le terrain de l'analyse de données, véritable or noir de notre époque. Voilà pour l'actualité des marchés et tout de suite on passe au focus sur un produit de bourse. Alors avant de parler des produits de bourse avec vous Aurélien, on va comme d'habitude parler du top des sous-jacents. Alors qu'est-ce qui en ressort cette semaine? Oui Nicolas, on va parler des sous-jacents les plus traités sur les varans parce que c'est de ce produit dont on va parler aujourd'hui. Dans le top 5, on remarque un palmarès très franco-français avec l'indice CAC 40 qui truste la première place avec un tiers des volumes échangés. Et ensuite, de la deuxième à la cinquième place, on retrouve des sociétés qui font l'actualité, du luxe, LVMH et Kering qui sont très traités depuis plusieurs mois, et puis Renault et Sanofi respectivement en deuxième et troisième position. Dans la seconde partie du tableau, on a le DAX 30, donc côté européen, côté allemand, et puis des sous-jacents américains avec le Dow Jones, qui est évidemment très, très entouré compte tenu des niveaux. Il ne faut pas oublier qu'avec les varans, on peut accéder également à des actions individuelles américaines et c'est le cas de Tesla qui occupe aujourd'hui la 7e place dans ce classement. Et on retrouve Rémi Cointreau et Air France KLM aussi en 9e et 10e position, donc deux autres valeurs françaises du coup. Oui exactement, Air France est souvent effectivement très entourée, on la retrouve régulièrement dans le top 5 des valeurs les plus traitées sur les varans. Rémi Cointreau c'est un peu plus rare mais vous voyez qu'elle fait l'actualité aussi avec près de 350 000 € échangés entre le 1er et le 12 juin 2019, donc des volumes très récents. Alors on va maintenant parler des varans. Juste avant, est-ce que vous pouvez nous expliquer où est-ce qu'ils se situent dans la classification des produits de Bourse Société Générale? Oui, on parle aujourd'hui, enfin sur ce plateau, beaucoup de turbo, de leverage, d'ETF et aujourd'hui de varans. L'idée c'était de prendre un petit peu de recul et de regarder à quoi peuvent servir les produits de bourse et comment les utiliser. En réalité, ils donnent accès à des stratégies assez diversifiées. La première, c'est la stratégie de réplication avec les certificats 100% et les ETF qui permettent de répliquer pas à pas les performances d'un actif. D'accord. Deuxième stratégie, rendement, qui vise à chercher de la performance dans des marchés stables. Donc on va chercher du coupon avec les Athéna ou les bonus. Et troisième stratégie qui nous intéresse ce jour, c'est l'effet de levier, avec les leverage short, les turbos et évidemment les varans qui permettent de dynamiser un portefeuille, c'est-à-dire d'amplifier, de démultiplier les performances d'un actif sous-jacent. Et on va le voir, les actifs sont très larges, on l'a déjà vu dans le tableau tout à l'heure, CAC, DAX, Dow Jones ou même des actions individuelles, Air France, Rémi Cointreau ou des actions individuelles américaines, Tesla, Amazon. Et alors ces varans, du coup, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? Les varans permettent de
d'amplifier les performances d'un sous-jacent. Donc on va avoir ce qu'on appelle un effet de levier. Un effet de levier de 5 par exemple, c'est simplement dire une progression de 1% sur le sous-jacent va être démultipliée par 5 sur ma ligne, sur ma ligne de varans que je vais détenir. Pourquoi on a choisi de parler des varans aujourd'hui? C'est que on évoque souvent les turbos sur ce plateau. L'inconvénient des turbos, c'est qu'il y a systématiquement une barrière désactivante qui, si elle est touchée ou franchie en cours de séance, même une seconde, entraîne la désactivation pure du produit et, dans la majorité des cas, la perte totale du capital investi. Ce qui n'est pas le cas avec les varans du coup. Exactement. Les varans sont des outils complémentaires, si j'ai envie de dire. Ils ont un même objectif, c'est-à-dire amplifier les variations, faire du levier, apporter de la dynamisation dans un portefeuille, mais sans cette barrière désactivante. Comme pour les turbos, on va retrouver deux types de varans, les varans call et les varans put. Les varans call vont me permettre d'amplifier la hausse. Donc si j'anticipe une hausse, je vais aller sur un call. Donc c'est une option d'achat, effectivement. Option d'achat, exactement. Comme les options qui sont traitées par les institutionnels sur le marché des options. La différence entre un varan et une option, c'est que le varan est coté sur un marché réglementé et émis par une banque d'investissement. Donc qui est encadré par l'autorité des marchés, etc., avec un prospectus. Donc c'est assez protecteur de ce point de vue-là pour l'investisseur, même si le capital est à risque, on va en parler tout à l'heure. Deuxième possibilité, si j'anticipe une baisse, et bien à ce moment-là, comme pour les turbos, la terminologie est la même, je vais pouvoir acheter un varan put qui va me faire bénéficier d'une baisse des marchés. On va l'utiliser ce produit dans deux stratégies, soit la spéculation, si j'ose dire, soit de la couverture éventuellement de portefeuille. Et alors, ça donne le droit et non l'obligation d'acheter ou de vendre. Qu'est-ce que ça veut dire ça du coup? Ça veut dire qu'on va se positionner du coup sur une hausse ou une baisse, mettons, du CAC 40, et si le scénario nous plaît, du coup on va pouvoir acheter ce qu'on avait prévu d'acheter au départ, c'est ça? Exactement. Cette définition-là, c'est la définition des options. Les varans sont des options, mais donc listées sur Euronext. Et il va falloir regarder deux paramètres principaux. C'est d'abord le prix auquel je vais pouvoir acheter le sous-jacent et la date ou la maturité à laquelle je vais pouvoir l'acheter. Donc je vous donne un exemple très simple. Si j'achète un varan call avec un prix d'exercice ou un strike en anglais sur le CAC 40 de 5500 points à 3 mois, eh bien c'est ce varan call, c'est le droit et non l'obligation, on va y revenir, d'acheter l'indice CAC 40 à 5500 points à l'échéance de 3 mois. Si jamais le scénario qu'on avait anticipé s'est réalisé du coup. Et justement, si vous mettez c'est non l'obligation, donc c'est la possibilité de l'acheter. Si c'est pas intéressant pour moi de l'acheter, j'aurai pas l'obligation de le faire et donc je vais abandonner finalement cette option d'achat. Alors on a l'exemple de la composition du cours d'un varan qui apparaît. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça? Donc c'est l'exemple d'un call sur le sous-jacent Air Liquide. Oui, sur une action individuelle, et on va retrouver les deux paramètres très importants que je vous ai expliqué tout à l'heure. Prix d'exercice ou strike en anglais, c'est la même chose, et l'échéance. Alors l'exemple il est complètement fictif. On a pris ici un prix d'exercice de 100 € avec une échéance au 15 juin 2018. Bon voilà, c'était l'année dernière. La valeur du varan, elle va être composée de deux choses, une valeur intrinsèque et une valeur temps. Dans le cas d'un call, la valeur intrinsèque, elle va être très facile à calculer. C'est le cours du sous-jacent moins le prix d'exercice. D'accord. Donc dans notre exemple, on a un cours du sous-jacent à 110 €. Le prix d'exercice ou strike était à 100 €. Donc ici, on va avoir 110 moins 100, ça fait 10 €. Et donc le cours du sous-jacent, c'est le 15 juin 2018 ou c'est au moment où on veut l'acheter du coup? Au moment où on veut l'acheter. Voilà, là on s'est placé sur on va regarder quel est le cours du varan au moment où on l'achète. D'accord. Donc c'est la valeur intrinsèque, 110 moins 100, ça fait 10 € et on ajuste ça de la parité qui est un chiffre arbitraire choisi par l'émetteur au départ. On a ici une parité de 10, elle aurait pu être de 5, de 2, peu importe, ou de 20. Donc ici on a 10, donc ça fait 1 €. On va rajouter à cette valeur intrinsèque la valeur temps, et la valeur temps, pour faire simple, c'est la probabilité que le scénario se réalise. C'est-à-dire pour un call, que le spot ou le cours du sous-jacent soit au-dessus du prix d'exercice à maturité, et donc qu'il soit intéressant pour le détenteur d'acheter l'option. Donc plus on s'en rapproche, potentiellement plus le varan coûte cher, puisque plus on a de chances que le scénario se réalise, si je comprends bien. La valeur temps, elle a plutôt tendance à baisser au fur et à mesure. Elle a plutôt tendance à baisser. À baisser, puisque en fait on a plus de visibilité sur la survenance ou non du scénario quand on est proche de la maturité. Et alors justement, vous allez pouvoir peut-être nous expliquer ce qui influence le prix d'un varan.
Oui, alors la première chose, évidemment, c'est le cours du sous-jacent. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est la base, mais c'est pour un call, quand le sous-jacent augmente, la valeur de mon call va augmenter. Inversement, pour un put, quand la valeur du sous-jacent baisse, eh bien, c'est la valeur du varant qui va augmenter. Donc, c'est résumé dans ce tableau. Deuxième paramètre qui est extrêmement important pour les varants, puisqu'on est sur un marché optionnel, on a un indicateur de volatilité qui va influer énormément sur la valorisation du produit. Alors, on s'est mis ici dans le tableau, quand la volatilité du sous-jacent augmente, eh bien, pour un call comme pour un put, c'est bénéfique. C'est bénéfique, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça va augmenter la probabilité de réalisation du scénario. D'accord. C'est-à-dire que je sois au-dessus du prix d'exercice pour un call. Oui, parce en fait, on s'attend que ça puisse évoluer plus fortement par la suite, et donc du coup, ça augmente cette probabilité. Exactement. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'acheter des varants quand la volatilité du sous-jacent est basse. Parce que ça veut dire qu'elle a une probabilité de remonter et donc d'être bénéfique sur mon cours de call ou de put. Et rapidement, du coup, est-ce que vous pouvez nous parler des avantages et des inconvénients d'un tel produit? Oui, alors simplement, je fais un dernier point sur les paramètres qui influencent le prix. Oui, il y avait le temps également. Voilà, le dernier paramètre, c'est le temps, c'est très important. Pour un call comme pour un put, le temps joue en défaveur de l'investisseur. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, la valeur temps, elle a tendance à décroître jour après jour. Donc attention à ce paramètre-là. C'est la raison pour laquelle on conseille habituellement aux investisseurs de prendre des varants dont la maturité, ou dont l'échéance est relativement éloignée, de manière générale 2 à 3 fois supérieure à son délai de réalisation du scénario. C'est-à-dire que si j'ai un délai de réalisation à 3 mois, je vais plutôt prendre un varant dont l'échéance est de 6 à 9 mois. C'est-à-dire que du coup, après la réalisation, je pourrais quand même réajuster ou Exactement, en fait, ça me laisse du temps pour voir venir et ça me laisse le temps, si j'ai eu tort, eh bien, de revendre mon varant avec une valeur temps qui sera moins affaiblie. Parce que du coup, on peut en sortir à n'importe quel moment du varant? Oui, c'est un bon point. Les varants comme les turbos, les leverage shorts sont des produits qui sont cotés en continu. Sur la bourse et donc comme une action je peux le négocier tout au long de la séance boursière. Donc l'intérêt du varant c'est effectivement sa liquidité, c'est-à-dire la capacité que je vais avoir en tant qu'investisseur quand je le détiens à l'acheter et le vendre à tout moment. Cette liquidité elle est assurée par la banque, donc Société Générale qui émet le produit. Donc si j'ai bien compris, il y a la date d'échéance du varant mais aussi la date d'échéance de l'investisseur entre guillemets et qui ne doivent pas forcément être les mêmes. Au contraire, il faut que la date d'échéance du varant soit beaucoup plus éloignée que la date d'échéance de l'investisseur. Exactement. En fait, en tant qu'investisseur, on va se fixer un scénario et puis de ce scénario va découler un prix d'exercice et puis une maturité qui va effectivement être la majorité du temps plus longue que son scénario d'anticipation. Et alors du coup, les avantages et les inconvénients d'un tel produit, Aurélien? Eh bien, l'avantage du varant, d'abord, c'est effectivement qu'il n'a pas d'effet de levier, mais il a systématiquement une maturité. Le deuxième avantage, c'est que ça facilite le recours à l'effet de levier. Si je mets du levier sans avoir recours à ces produits de bourse-là, c'est plus compliqué, plus coûteux, plus technique. Donc ici, j'ai un produit qui est coté, qui est animé en bourse, qui est encadré par des règles assez strictes, à la fois sur Euronext et à la fois par l'autorité des marchés financiers. Et dernier avantage, eh bien, c'est la simplicité de négociation. Je l'achète et le vends chez mon courtier ou chez ma banque habituelle. Pas besoin d'ouvrir un compte spécifique. Sur mon compte titre sur lequel je traite ou je négocie déjà des actions, eh bien, je peux acquérir des varants. Et alors les inconvénients, du coup, parce qu'il y en a toujours? Évidemment, et non des moindres. Le premier, c'est que les varants, comme tous les produits de bourse, présentent un risque de capital intégral. De perte en capital, ouais. De perte en capital, et il est accru avec les produits à effet de levier. On parlait de varants, de leverage, de turbo. Plus l'effet de levier est important, plus mon risque, évidemment, est important. L'effet de levier, il fonctionne à la hausse comme à la baisse. C'est un peu ce que je viens d'évoquer. Et puis, dernier inconvénient, c'est le cas de sous-jacents cotés en devises étrangères. On avait dans le tableau tout à l'heure des sous-jacents Tesla ou Dow Jones cotés en dollars. Donc non seulement j'ai le risque actif, bien sûr, mais en plus de ça, il y a la devise étrangère et du coup la conversion en euros ou en dollars du coup. Qui joue et qu'il faudra prendre en compte quand on investit sur ce type de produit. Merci beaucoup Aurélien, c'était pour la théorie et nous passons maintenant à la pratique avec l'analyse de marché.
L'analyse de marché avec Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Et Mathieu, on commence avec l'analyse du CAC 40. Alors on a une grande interrogation en fait lorsqu'on achète un call ou un put Varan, c'est le timing. C'est un des paramètres en analyse technique qui est important. Et je parle de ça parce que le CAC 40, lui, actuellement, au jour J, maintenant, le timing, il n'est pas fantastique pour traiter que ce soit un call ou un put. Alors je m'explique. On a fait quand même depuis quelques séances un rebond assez net, assez fort, que ce soit d'ailleurs sur le CAC ou le S&P. Et on s'est approché d'une résistance ici, 5450. Sauf que depuis hier, on consolide un petit peu et on se retrouve d'une certaine façon au milieu de l'intervalle de consolidation. Donc le haut de la reprise, 5450, on n'est pas tout près. Le bas, le premier support aux alentours des 5300, on n'est pas tout près non plus. Donc d'une certaine façon, on est vraiment trop haut pour acheter un call ou pas assez haut pour acheter un put. C'est assez embêtant. Donc si on veut acheter un call, il faudrait plutôt attendre un retour sur 5300 pour avoir un meilleur timing, donc un meilleur prix d'achat de son call. Si effectivement on veut acheter un put, donc pour anticiper une baisse, ça serait mieux un petit peu plus haut. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, si le CAC 40 déjà clôture au-dessus de 5450, on aura un signal de hausse et donc le scénario baissier, on pourra l'invalider à moindre frais. Et puis ça nous fera un potentiel de baisse un peu plus important. Donc pour l'instant, à ce prix-là, j'attendrai un meilleur timing. C'est aussi important quasiment que le sens, d'une certaine façon. Et alors Aurélien, du coup, dans ce contexte où on ne saurait pas trop choisir entre un call ou un put, ou tout simplement si on voulait attendre un petit peu, qu'est-ce qu'on peut faire avec un Varan ? Effectivement, on peut attendre, mais essayer de regarder quels produits sont disponibles. On a mis ici un call et un put. Le premier, c'est un call avec un prix d'exercice de 5300. Donc je rappelle la définition que vous avez donnée tout à l'heure. C'est le droit d'acheter l'indice CAC 40 au prix ou au niveau de 5300 à la date donnée d'échéance, donc au 21 septembre. On est donc là relativement court. Comme le prix d'exercice est assez proche du spot, c'est-à-dire du cours actuel du CAC 40, on va avoir un effet de levier qui va être important de 15. Simplement pour illustrer le fonctionnement de ce produit-là, si je le traduis, ça veut dire que si le CAC 40 est en dessous de 5300 à l'échéance, c'est-à-dire au 21 septembre, si le CAC 40 est en dessous de 5300, le produit vaudra 0. D'accord. Donc il faudra vraiment qu'il soit au-dessus. Donc je pourrais ne pas l'acheter, tout simplement. Je pourrais ne pas exercer mon option, c'est tout à fait ça. Si le CAC 40 est au-dessus, je vais exercer l'option, c'est-à-dire que je vais acheter à 5300 et si c'est à 5500 par exemple, je vais retirer la différence, c'est-à-dire 200 points, ajuster de la parité qui est ici de 200, donc 1 euro. Et avec l'effet de levier qui fait du x15 du coup. x15 exactement. Donc ça c'est pour un call et si jamais c'est un put. Si jamais c'est un put, on s'est mis ici vraiment à titre illustratif d'une échéance encore plus courte au 19 juillet, donc attention là, on rappelle la perte de valeur temps elle est très très importante jour après jour. On a un effet de levier qui est donc là encore plus important à 30 avec un prix d'exercice de 5250. On peut négocier ce produit simplement avec le code mnémonique Q488S. Quand on se dirige vers des produits à effet de levier si importants, il faut vraiment limiter de manière très forte son portefeuille, c'est-à-dire son investissement, c'est-à-dire prendre des lignes vraiment avec des montants très faibles. Alors ça c'était pour le CAC 40 et alors Mathieu, est-ce que sur le S&P 500 vous êtes aussi hésitant ? Alors d'une certaine façon le rebond du S&P lui a été quasiment encore plus fort que le CAC 40. On voit ces 6 séances de hausse alors qui donnent à plus court terme, c'est-à-dire depuis 2 jours, autour de la zone des 2900, 2892 la résistance. Une hésitation de marché avant-hier, vous voyez cette mèche haute avec un tout petit corps, une mèche haute ça traduit quoi ? Que les acheteurs ont tenté de poursuivre la hausse, ils se sont fait contrer. Le lendemain, le S&P effectue une bougie noire. Bougie noire, c'est-à-dire qu'on a ouvert fort, on a encore essayé de repartir, on s'est encore fait contrer. Donc d'une certaine façon, ici, aux alentours des 2900, donc sur la zone de résistance, on s'aperçoit qu'on a des vendeurs. Alors des vendeurs, on pourrait se dire, effectivement, si je dois faire quelque chose maintenant avec du timing, c'est plutôt un achat de put. Pourquoi ? Parce que comme j'ai des vendeurs ici, on peut très bien consolider. La problématique, c'est qu'on se met en face quand même d'un rebond assez fort. Donc, si on bascule donc sur un achat de put, il faut effectivement avoir une invalidation très proche. Pourquoi ? Parce que si on finit par franchir 2900 points, je ne veux pas me laisser prendre dans le mouvement haussier ainsi validé.
d'une certaine façon, en achetant un put, on anticipe une consolidation, un retour sur la zone de support. La zone de support, c'est 2800. Ça sera, si on teste 2800, un timing là pour acheter un call. Donc un contexte qui est également pas évident non plus. Deux possibilités du coup avec les produits SG Bourse, un call ou un put. On commence par le call, Aurélien. Oui, on a ici pris un call avec un prix d'exercice qui était assez éloigné des cours actuels du sous-jacent à 3100 points et une échéance qui était relativement longue à décembre 2019. On achèterait ce produit à 36 centimes. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le S&P 500 était à 3400 points à l'échéance, fin décembre 2019, fin décembre de cette année, eh bien il vaudrait 3400 moins 3100, c'est-à-dire 300 points, ajusté de la parité à 100, il vaudrait 3 euros. Donc on aurait réalisé ici un peu moins de x10 sur l'investissement. Voici comment fonctionne le produit. Alors attention, on est aujourd'hui à 2900 points et je suis très loin de conseiller cet achat et très loin de dire qu'on va arriver à 3400. C'est vraiment là dans une démarche de pédagogie et d'illustration. Comment fonctionne effectivement un varant. Donc ça c'est pour un call et même fonctionnement pour un put du coup, mais à l'inverse. Exactement. Ici pour le put, on aura pris un prix d'exercice qui est proche des niveaux actuels à 2900 et donc un effet et une échéance qui est assez lointaine, qui nous laisse le temps au 20 mars 2020, donc dans à peu près 9 mois. L'effet de levier il va être un peu moindre puisqu'il y a un peu moins de risque, si j'ose dire. On va avoir un effet de levier ici de 8. Voilà, donc ça peut être un des produits. C'est évidemment pas le seul qui existe, pas le seul put qui existe sur les S&P 500. On a une gamme. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'après ça c'est une sélection parmi une gamme de produits qui permet à chacun d'ajuster sa stratégie en fonction de ce qu'il a envie de faire sur les marchés du coup. Exactement. Chez Société Générale, on a plus de 3000 varants dans la gamme sur toutes les classes d'actifs et sur le S&P 500, il y en a plusieurs dizaines. Donc ici c'est vraiment une sélection à titre illustratif encore une fois, mais voilà, à vous ensuite de choisir un varant qui est adapté à votre scénario, prix d'exercice, échéance. Alors on a parlé du CAC, on a parlé du S&P, on va parler de l'or maintenant. Est-ce que du coup il y a un peu plus de certitude sur l'or, même s'il n'y a jamais vraiment de certitude finalement sur les marchés financiers? En tout cas en termes de tendance, c'est beaucoup plus marqué sur l'or. Le mouvement haussier ici qu'on avait effectué de septembre, s'est terminé en février. Février a grosso modo fin mai, début juin, on consolidait dans une figure, dans une compression. Une compression, pourquoi? Parce qu'en fait les deux bornes qu'on peut dessiner se convergent. La sortie par le haut de cette figure, d'une certaine façon, relance le mouvement haussier. Elle est très très nette. On voit ces deux grosses bougies blanches qui traduisent vraiment en fait ce phénomène de compression. Quand vous comprimez quelque chose et qu'on en sort, on en sort avec violence. La violence, elle est très nette. J'ai un niveau de support assez propre. Ancien sommet, on voit deux mèches sur 1320 $. Une lecture plutôt haussière sur l'or. En plus, c'est un actif qui a toujours ce côté protection quand on a peur. Dans le doute, j'achète de l'or et puis on verra plus tard. C'est la valeur refuge. Et comme en ce moment, le contexte global, que ça soit guerre commerciale, n'est pas, de la croissance, voilà, Brexit, tout ce qu'on peut ajouter, n'est pas simple. On se dit tiens, j'achète de l'or et puis ça me fera une sécurité. Donc là, lecture haussière est ma foi assez nette. 1365, 1392 sont les résistances suivantes sur l'or. Et alors du coup, Aurélien, en fait, on a parlé des indices, on a parlé des actions, mais on peut aussi du coup utiliser des varants sur les matières premières. Oui, tout à fait, et sur l'or en particulier. Si on est aussi comme Mathieu, on pourra se positionner sur un call avec un prix d'exercice par exemple de 1375 $, avec une échéance fin d'année, I085S tout simplement pour négocier ce produit. Il vaut aujourd'hui 20 centimes. Voilà, dernier point que je voulais évoquer sur ce type de produit. On parlait tout à l'heure de risque de change sur les actions américaines. Là effectivement ça se traite en dollars. Ça se traite en dollars comme la grande majorité des matières premières, Brent, or, argent, etc. Donc ici aussi on a un risque de change, faire bien attention à ça. Il faut être, si on achète un call positif sur l'or, mais positif aussi sur la variation euro-dollar. Et donc on peut aussi avoir un put exactement de la même façon sur l'or avec un parmi d'autres, un code mnémonique de I098S par exemple. Tout à fait. Alors ça c'était pour donc, le CAC, le S&P 500 ou l'or, et maintenant on va regarder les actions, Mathieu. Alors j'ai sélectionné deux actifs qui me paraissaient être assez intéressants. Le premier, Air Liquide.
Valeur défensive s'il en est, contrat très très long, valeur au plus haut historique en tendance haussière assez nette et qui est sortie en plus par le haut là aussi d'une compression en triangle. Très belle sortie il y a 4 jours de cela. Ici, nouveau plus haut, tendance haussière, valeur de fonds de portefeuille très très apprécié des investisseurs. Eh bien, je suis une belle tendance, on marque des plus hauts, on sort par le haut d'une figure. Tous les signaux sont au vert sur ce titre, donc c'est plutôt un achat de call. On joue une poursuite de cette dynamique haussière. Alors si on a envie d'écouter Mathieu et de le suivre dans cet achat de call, qu'est-ce qu'on peut faire, Aurélien? Air Liquide, c'est vrai que traditionnellement c'est une valeur de fonds de portefeuille que beaucoup d'investisseurs particuliers en France détiennent, mais on peut faire du trading aussi sur Air Liquide, et quand je parle de trading, je parle de dynamisation de portefeuille et donc de levier. On peut acheter un varan call avec un prix d'exercice de 120 par exemple et une échéance au 20 septembre. Vous m'avez bien suivi, si on a une échéance au 20 septembre, ça veut dire qu'on a un délai de réalisation qui est très court, plutôt à fin juillet en réalité, et on aura choisi une échéance plus longue. Un paramètre que je n'ai pas encore évoqué mais aujourd'hui, c'est le delta. Le delta pour les varans indique la sensibilité du prix du varan à celle du sous-jacent. Il convient donc de choisir un delta entre 30 et 60%. Vous voyez que tous les produits qu'on aura sélectionnés ici sont dans cette fourchette-là, en l'occurrence un delta à 42% sur ce varan Air Liquide Call. Parce que le delta évolue aussi en fonction de chaque varan du coup. Il évolue de chaque varan et évidemment du spot du sous-jacent. Alors ça c'était pour Air Liquide, et alors dernière action que vous avez sélectionnée, Mathieu, il s'agit de Michelin. Michelin, là aussi depuis en fait le début février, le titre a validé une figure de retournement assez connue, une tête-épaule inversée avec notamment ce très très important gap haussier qui a déclenché un mouvement haussier d'envergure. Consolidation ensuite, là encore, dans une compression, et on voit la sortie il y a hier en fait, une sortie assez nette avec une belle bougie blanche pour l'instant. On consolide sous la résistance à 108,55 encore aujourd'hui. Ce niveau en fait capte les prix, bloque les prix, mais ne provoque absolument pas de réaction baissière. Lorsque j'ai un niveau de résistance que l'on travaille, que l'on tape et qui ne provoque pas de réaction baissière, c'est souvent un nouveau niveau d'accélération, ce qui dans le cadre d'une compression est assez logique. On franchirait la résistance, on accélérerait derrière, ça confirmerait la figure. Là aussi, ce sont de nouveaux plus hauts qui sont anticipés aux alentours des 120, puisqu'on est dans une tendance haussière, on doit faire de nouveaux plus hauts. Et alors si on veut du coup se positionner sur un varan de type call sur Michelin, qu'est-ce qu'on peut faire du coup, Aurélien? Oui, pour bénéficier de la sortie de la compression, on pourrait acheter un call Michelin de prix d'exercice 110 € par exemple, avec une échéance fin décembre 2019 de cette année. Et là encore, vous voyez que le delta il se situe bien dans cette zone optimale de 30 à 60%, en l'occurrence 50% ici. L'effet de levier serait autour de 7. Merci beaucoup Aurélien, merci Mathieu également pour toutes ces indications et ces analyses. On le rappelle, Aurélien, vous nous l'avez dit que tous ces produits ont été choisis à titre indicatif dans un but de pédagogie, mais qu'il y en a beaucoup plus sur le site bourse.sociétégenerale.fr qui apparaît à l'écran maintenant. Vous avez changé d'adresse du coup? Bourse.sociétégenerale.fr ou SG Bourse, les deux sont accessibles. Et puis si vous avez des questions suite à cette présentation, n'hésitez pas à joindre nos experts au 0800 40 30 30. Merci beaucoup Aurélien et Mathieu, merci à vous de nous avoir suivis. Donc retrouvez toutes les informations sur les sites dont nous venons de parler, donc sgbourse.fr et bourse.sociétégenerale.fr, et vous pourrez également y retrouver tous les replays de cette émission. Et moi je vous donne rendez-vous dans 2 semaines de midi à midi et demi.